Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place à 64 débats avec ce soir ce feuilleton qui n'en finit plus d'agiter la planète football. La brouille entre la FIFA et plusieurs organisations internationales. Elles dénoncent les méthodes du président de la FIFA, Gianni Infantino, et elles imaginent même créer leur propre Coupe du Monde. Vous allez le voir, on en parle ce soir avec nos invités. Tidiane Ibo, bonsoir. Vous êtes journaliste sportif. Également avec nous dans ce 64 débat, Romain Molina. Bonsoir Romain Molina, vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez notamment sorti L'industrie du football aux éditions Exuvie. Merci à tous les deux d'être les invités de TV5 Monde. Tidiane Ibo, on va déjà revenir sur les toutes dernières déclarations du jour. L'UEFA, la CONCACAF et la Fédération asiatique. La CONCACAF, je le rappelle, c'est la fédération qui regroupe les pays d'Amérique du Nord. Et centrale. Et centrale. Trois fédérations. Très important effectivement dans ce dossier. Trois fédérations qui ont dévoilé ce lundi une lettre ouverte pour dénoncer, je cite, le pouvoir solitaire et les méthodes du président de la FIFA, Gianni Infantino. On peut le dire, le patron de la FIFA est de plus en plus isolé après le projet, on le rappelle, d'ouverture à des investisseurs privés. Là, c'est une vraie contre-attaque de ces fédérations. Oui, en fait, ce qu'il y a comme enseignement principal, c'est déjà de voir qu'il y a un contre-pouvoir qui s'organise par rapport à la façon dont la FIFA exerce justement la gouvernance du football mondial. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a un front commun aussi qui s'organise entre les différentes fédérations qui peuvent avoir des intérêts divers. Les intérêts pour les fédérations européennes ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux pour l'Amérique centrale, mais donc là on voit qu'on arrive à avoir une sorte de convergence des forces, et ce qui est en question globalement, c'est le mode de gouvernance de la FIFA, parce que bien évidemment il y a plein de thématiques comme l'attribution des Coupes du Monde, comme aussi la transparence qui est réclamée dans ce communiqué, mais globalement c'est pas sellement Gianni Infantino qui est remis en question, mais je pense que c'est aussi la FIFA telle qu'elle est structurée aujourd'hui. Vous nous rappelez justement en un mot, Tidiane Ibo, l'organisation de la FIFA par rapport à ces confédérations, le pouvoir de chacun, en quelques exemples pour que l'on comprenne. En quelques mots, vous avez donc la FIFA qui est l'organe, l'institution suprême qui gouverne le football mondial. En dessous, vous avez des confédérations. Une confédération dirige globalement un continent, même si vous avez un morcellement pour l'Amérique, avec par exemple l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord et centrale qui ont leur propre confédération. Et pour le mode de désignation du président de la FIFA, vous avez donc l'ensemble des, de mémoire, je dirais peut-être 210, 215 fédérations de football mondial qui représentent chacune une voix, et donc chacune peut apporter sa voix au chapitre, et donc c'est comme ça que le président de la FIFA est désigné. Et ce qui est en question justement, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir un pouvoir autant centralisé sur un seul individu, parce que c'est globalement ce qu'on reproche à Gianni Infantino dernièrement. Alors, Romain Molina, on comprend bien donc la problématique autour du cas de Gianni Infantino. Est-ce que selon vous, le fait que les trois confédérations que j'ai citées sortent du bois ces dernières heures, c'est pour, entre guillemets, pousser Gianni Infantino vers la sortie? Exactement, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller au vote. Un vote, c'est toujours risqué, parce qu'ils ont la possibilité de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour voter une potentielle révocation d'Infantino. Il faudrait 106 votes pour cela, parce que je rappelle qu'il y a 211 fédérations affiliées à la FIFA. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est vraiment le changement majeur, c'est la participation de la Fédération asiatique, la Confédération asiatique de football, l'AFC, et du président Shir Salman, le Bahreïni, le prince Bahreïni. Et quand on connaît les rapports géopolitiques, il est absolument impossible que ce dernier ait signé cette lettre sans le soutien de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc ce qui montre clairement en sous-marin que les États du Golfe ont lâché Infantino. Et Romain Molina, en interne, les trois confédérations discutent aussi du boycott potentiel de la prochaine Coupe du Monde 2030 et des qualifications de cette Coupe du Monde. Concrètement, que l'on comprenne bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se poursuit, si le processus se poursuit, il n'y aura peut-être pas de Coupe du Monde en 2030? Non, c'est pour toutes les autres compétitions aussi. Coupe du Monde féminine, qui aura lieu l'année prochaine, on rappelle, etc. Exactement. Et là, il y a des qualifications dans quelques semaines. C'est une manière de mettre une pression maximale sur Infantino. Et comme je le répète, le basculement, c'est l'Asie. Parce que, on va être honnête, en zone UEFA, alors attention, pas tout le monde est contre Infantino. Il y a peut-être 5-10 fédérations qui
à bulletin secret voteraient pour lui. Pareil au niveau de la CONCACAF, on a notamment le Mexique, mais bon, c'est une fédération qui a plein d'affaires et de casseroles, donc évidemment soutient le bon président de la FIFA qui, en échange, les protège. Globalement, la CONCACAF, en effet, est acquise contre Infantino, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et la Confédération asiatique, il ne faut pas croire qu'il y a une unité non plus. Il y a des fédérations comme le Sri Lanka, le Bhoutan et d'autres qui ont affiché le soutien Infantino. Néanmoins, que le président de la Confédération asiatique est un prince de la famille royale du Bahreïn, écrive cette lettre. Ce qui est très ironique, c'est que 8 ans auparavant, Infantino avait essayé de l'éjecter de sa propre confédération. C'est l'arroseur arrosé, mais c'est ça qui change tout, parce qu'aujourd'hui, il y a plus qu'une majorité de contestataires de par l'ajout de l'Asie. On comprend que effectivement, les tenants, les aboutissants effectivement, de ce contexte que nous a rappelé Romain Molina, Mehdi Diabimbo. Donc, je le disais, il y a une Coupe du Monde féminine l'an prochain au Brésil. Est-ce que cette Coupe du Monde féminine, elle pourrait être la première impactée par rapport à ce qui se passe actuellement ? C'est quand même assez vague, c'est quand même assez flou. Est-ce que Gianni Infantino peut lui seul décider de l'avenir de l'attribution d'une compétition? Ça, on ne sait pas. Est-ce que par rapport à des processus aussi d'organisation qui sont assumés par les pays, avec tout ce que ça englobe d'un point de vue logistique, est-ce qu'on peut comme ça retirer une attribution? Je pense qu'à un moment, même si Infantino devait être destitué, peut-être qu'il y aura aussi une attitude à avoir pour son éventuel successeur, d'être capable de comprendre les différentes situations. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus des enjeux de politique à moyen long terme qu'il y a. En gros, c'est est-ce que la FIFA peut continuer à être dirigée de cette façon-là? Est-ce que les coupes du monde peuvent être attribuées sur le même mode de scrutin qui a quand même évolué parce qu'il y a déjà eu, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années quand même, de grosses polémiques qui ont débouché sur la destitution de Sepp Blatter avec l'attribution. C'est pas nouveau ce que vous nous dites. En fait, c'est que la FIFA est dans la tourmente depuis quelques temps, depuis quelques années. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que Sepp Blatter, ça tournait beaucoup autour de l'attribution justement de ces compétitions et de l'opacité qu'il y avait, puisque c'était des sortes de grands électeurs qui votaient dans le secret sur qui récupère une Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a un vote qui se veut plus démocratique. Chacune des fédérations vote pour l'attribution d'une Coupe du Monde. Le problème, après, c'est toute la dimension politique qui rentre en jeu avec la manipulation des voix. Et ça, on se rend compte qu'Infantino, dans la dimension politique, il est redoutable. Et c'est vraiment le mérite qui est le sien, c'est que Romain Molina en a parlé très justement. Si demain il y avait un vote, on n'est pas sûr à 100% qu'Infantino perdrait, parce qu'il peut s'appuyer sur des soutiens très forts, notamment en Afrique et un peu également en Amérique du Sud. Justement, Romain Molina, Gianni Infantino, il s'affiche un peu partout dans le monde. En ce moment, il était au Maroc, il était en Colombie. On l'a vu notamment à l'investiture du nouveau président colombien, un allié de Trump. C'est pour soigner ses relations à l'international. Pensez déjà à l'après-FIFA. Qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il n'était pas relié, justement, Gianni Infantino? Alors déjà, même pas, c'est qu'il aime les gens de pouvoir, il aime être reçu comme un chef d'État. Et en privé, il n'arrête pas de dire, en parlant de Donald Trump, c'est l'homme le plus puissant du monde et je suis à sa table. Donc forcément, je fais partie des hommes les plus puissants du monde. C'est quelqu'un qui politiquement n'est pas très fin du tout, contrairement à Blatter qui avait plein de défauts, mais qui avait une culture politique, une certaine finesse et surtout qui ne s'était jamais engagé avec un homme politique, comme Infantino l'a fait avec Donald Trump, puisque la FIFA aujourd'hui est le prolongement de la géopolitique américaine. Et lui, il le disait en privé il y a quelques années, qu'il rêvait après d'être secrétaire général des Nations Unies, mais d'un autre côté, il n'a pas non plus trop envie parce que c'est pas très bien payé. Il ne faut pas oublier que son salaire à la FIFA a explosé, je crois qu'il a plus de 6 millions l'année, et qu'il avait ce fameux projet, comme vous l'avez dit en intro, de privatisation de la Coupe du Monde, où, en tant que commissionnaire, il aurait potentiellement pu gagner plus de 30 millions par an. Donc l'ONU, c'est bien, mais le business, ça semble un peu mieux derrière pour Saint Gianni. Romain Molina, autre histoire, l'histoire de la présumée maîtresse salariée de l'UEFA et qui touche des indemnités pour partir. C'est la dernière attaque en date contre Gianni Infantino. Est-ce que selon vous, les détracteurs de Gianni Infantino en ont encore en réserve? En gros, là maintenant, tout le monde va lâcher ses coups, selon vous? C'est le propre du milieu footballistique, vu que c'est un milieu mafieux et criminel qui... En fait, la seule différence entre le trafic de drogue et d'êtres humains, c'est que l'industrie footballistique est légale. Mais ça a les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on se tient les uns par les autres avec des dossiers et au moment opportun, on va faire sortir quelque chose. Parce que là, ce dossier où l'UEFA maintenant fait un communiqué pour dire oui, en expliquant certaines choses au Télégraphe,
L'UEFA a couvert ça pendant 10 ans. Donc on ne peut pas me dire que la direction de l'UEFA aussi est blanche là-dedans. Donc c'est un concert d'hypocrisie et de règlement de compte mafieux. Mais encore une fois, c'est sur des affaires de vie privée. Alors oui, il y a un lien de subordination et c'est intéressant de voir comment le système fonctionne, comment on étouffe les dossiers, comment on étouffe les gens. Mais moi, je vais revenir au basique très simple. Comment la FIFA sous Infantino couvre des affaires de corruption et de blanchiment d'argent, des matchs truqués et des affaires de pédocriminalité. Si l'UEFA était vraiment motivée pour changer le système, ils attaqueraient là. Bon, bizarrement, ils ne le font pas trop parce qu'eux-mêmes, ils sont là-dedans. Donc c'est pour moi un grand concert d'hypocrites et ils vont sortir des dossiers en dessous de la ceinture au lieu de s'attaquer aux vrais dossiers. Vive le monde du foot. Didier Mbo, est-ce que vous pensez que Infantino a toujours des soutiens au sein de la FIFA, alors qu'il est? En tout cas, il en a au sein de certaines confédérations, notamment la confédération africaine qui lui est quasiment afféodée, à l'image de son président Patrice Motsepe. On a vu que le communiqué de la CONMEBOL, qui est la confédération sud-américaine, était beaucoup plus tiède et neutre que ne l'ont été les attaques de l'UEFA, de la CONCACAF et de l'AFC. Donc il en a des soutiens encore. Est-ce qu'il en a au sein de sa garde rapprochée? On a vu quand même certains de... Le numéro 3 de la FIFA, Kevin Lamour, qu'il a lâché dernièrement, il dit il s'agit du projet d'une seule personne et si cela signifie que je perds mon emploi, qu'il en soit ainsi. Il l'a lâché complètement sur cette affaire d'ouverture à des investisseurs privés, par exemple. Oui, vous avez eu aussi une sortie d'Arsène Wenger qui fait aujourd'hui partie on va dire du cercle de concertation de la FIFA et qui lui a été alors très timidement en opposition avec ce projet de privatisation d'une partie de la Coupe du Monde. Non, moi je pense que aujourd'hui on est quand même dans une logique d'appareil politique et de pouvoir où s'il doit être torpillé par certains de sa garde rapprochée, si ça permet à ces gens-là de pouvoir garder leur siège, ils le feront sans aucune pitié. C'est pour ça qu'aujourd'hui la vraie question c'est est-ce que le contre-pouvoir il s'organise par rapport à un homme, Gianni Infantino, ses méthodes, etc. Ou alors est-ce que le contre-pouvoir il s'organise par rapport à un système qui effectivement couvre un certain nombre de dérives et j'ai même envie de dire on encourage certaines et notamment cette surmercantilisation du football qui a été à l'image pendant cette Coupe du Monde aux États-Unis où on a l'impression que on touchait un petit peu le paroxysme de cette logique. Mais que nos téléspectateurs comprennent bien, si la brouille elle continue, si il y a effectivement la FIFA et quelques alliés d'un côté et il y a par exemple l'UEFA, la CONCACAF et la Fédération asiatique de l'autre, est-ce qu'on pourrait se retrouver demain avec deux Coupes du Monde qui s'opposent? Deux Coupes du Monde, je ne sais pas, mais il peut y avoir des tentatives de sécession, peut-être de compétition alternative, mais deux Coupes du Monde, la Coupe du Monde, elle appartient à la FIFA. Mais parce que justement, les trois fédérations dont je parlais, elles ont déjà dit, elles ont menacé, on va créer notre propre compétition. Vous y croyez, vous, à ça ou pas? Ils peuvent essayer, mais est-ce qu'ils ont l'intérêt de le faire et d'aller au bout de cette démarche? Je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est en fait la Coupe du Monde, c'est une marque. C'est aujourd'hui la force commerciale, la force de rayonnement de la Coupe du Monde, elle est inégalable, on s'en rend bien compte. C'est une compétition qui résiste à toutes les polémiques, y compris les polémiques sociétales qui entourent les pays qui l'accueillent. On a vu encore là l'histoire avec Donald Trump qui fait ingérence dans le sportif. Au final, la Coupe du Monde y a résisté. Donc moi, je pense que c'est une marque aujourd'hui qui est beaucoup trop forte pour pouvoir comme ça être reléguée aux oubliettes sur fond de désaccords entre différentes confédérations. Romain Molina, je vous voyais être d'accord avec Didier Mbo en disant qu'il n'y aura peut-être pas de sécession. Mais en revanche, est-ce qu'on pourra imaginer demain une Coupe du Monde sans la France, sans l'Allemagne, sans le Japon, sans les États-Unis? Non, selon vous? Impossible. Impossible? Parce que les sponsors, ils vont jamais accepter que les pays européens ne soient pas là. Mais ce que vous voulez Au dire moment où l'UEFA, si vraiment ils boycottent, mais les sponsors, ils vont toquer à la porte de la FIFA et d'Infantino, on dirait on n'a pas l'Espagne, on n'a pas la France. Impossible. Parce que là, en fait, ils ont tout compris, l'UEFA. Si ils ne le feront jamais. Par contre, c'est la menace financière derrière. Et l'UEFA derrière a envie d'imposer en gros son candidat à la FIFA. C'est ça, c'est un feuilleton pour arriver à obtenir ce qu'ils veulent? L'UEFA, de toute façon, ils veulent une question de pouvoir. De toute façon, il ne faut pas croire que ces gens-là soient armés de bonnes intentions. C'est simplement qu'aujourd'hui, Infantino est hors de contrôle. Il y avait une guerre larvée depuis des années où il s'envoyait des petites piques par médias interposés de manière, on va dire, cachée. Maintenant, c'est frontal.
Mais l'UEFA n'est pas une bonne confédération. L'UEFA manie l'opacité, la transparence, ils ne connaissent pas, et c'est un pouvoir qui est tout sauf démocratique. Donc évidemment, ils cherchent quelqu'un qu'ils peuvent contrôler. Donc pareil pour la CONCACAF, hein, du Canadien Montagliani. Je tiens à rappeler qu'il était quand même cité dans différentes affaires où on lui a reproché au Canada d'avoir couvert des abus quand même sur mineurs. Donc on va pas me faire croire que ces gens-là sont pour le bien du football. Par contre, aujourd'hui, c'est une guerre de pouvoir. Il y a un gros problème par contre, c'est que l'UEFA, actuellement, n'a toujours pas le candidat à présenter contre Infantino. Et on le rappelle, ce sera en mars prochain qu'il y aura cette élection à la tête de la FIFA. Tidiane Nimbo, une dernière question en guise de conclusion. Est-ce que vous pensez que ce feuilleton avec la FIFA va se poursuivre? Est-ce que ça va se calmer avec la reprise des différents championnats? Comment vous voyez les semaines à venir? Tout dépendra du jusqu'au boutisme ou non de Gianni Infantino, de la façon dont il va être acculé et poussé dans les cordes par le contre-pouvoir qui s'organise. Faut pas écarter aussi à un moment donné de potentielles ingérences politiques, parce que dès lors qu'on est dans l'institutionnel, y compris sportif, et vous pouvez avoir aussi l'ingérence d'États puissants. Et d'ailleurs, on a vu que cette proximité avec Donald Trump, elle avait pu être évoquée sur à un moment donné peut-être une logique de protection d'Infantino par rapport aux attaques dont il fait l'objet. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être formel sur rien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Infantino, lui, en tant que tel, ça semble quand même très compliqué pour lui de pouvoir continuer. Mais on peut mettre aussi un homme à sa place qui aura à peu près les mêmes intentions. Et on suivra bien entendu ce dossier sur TV5 Monde. Merci beaucoup Tidiane Nimbo pour être venu dans ce 64 débat. Merci à vous Romain Molina d'avoir été également dans ce débat. Je rappelle votre livre L'industrie du football aux éditions Exuvie. Merci à tous les deux messieurs.